Bienvenue à tous. Ceci est la première vidéo du 9e chapitre du programme Crystal Clear Electronics 2. Dans cet épisode, nous allons découvrir les outils pour les interfaces homme-machine. Tout d'abord, nous passerons en revue les dispositifs d'entrée et de sortie fondamentaux qui sont essentiels au fonctionnement des systèmes électroniques modernes. Entre autres, nous aborderons les afficheurs, notamment les afficheurs LED, LCD et OLED, ainsi que l'utilisation pratique de ces derniers. Dans la dernière vidéo, nous mettrons en pratique ce que nous avons appris en réalisant un projet logiciel. Nous mettrons en œuvre notre projet à l'aide d'un programme exemple auquel vous pouvez accéder sur le site Crystal Clear Electronics 2 U. Permettez-moi de vous présenter notre intervenant, Victor Venks, ingénieur électricien qui dirige actuellement un projet de développement d'implants chez Neonus Limited. Bonjour et bienvenue à tous. Je serai assisté dans ce chapitre par Andras Klenkner, qui sera cette année étudiant en première année à l'Université de Buda, en spécialité ingénierie de la cybersécurité. Je sais qu'il s'intéresse depuis longtemps au monde de l'informatique et qu'il aime programmer comme passe-temps. C'est exact. Je suis aussi un grand fan de football. Je suis allé 3 fois dans le stade de mon équipe préférée. J'ai apporté un canard en plastique avec le logo de cette équipe, à savoir le Bayern Munich. Andris, pourrais-tu nous dire en quelques mots pourquoi ce sujet est important pour toute personne qui s'intéresse au développement électronique? Bien sûr. Les machines ne peuvent faciliter notre vie que si elles font exactement ce que nous voulons, mais pour y parvenir, nous devons être capables de les contrôler efficacement et d'intervenir dans leur fonctionnement lorsque cela est nécessaire. Les interfaces homme-machine, ou IHM en abrégé, sont un moyen de faciliter cet échange d'informations. Victor, quel type de solutions sont nécessaires pour créer une véritable interaction entre un appareil et l'utilisateur? C'est une excellente question. Puisqu'il s'agit d'une communication bidirectionnelle, l'appareil doit être équipé de périphériques matériels qui le permettent. Du point de vue de la machine, nous avons besoin d'entrée et de sortie. Les entrées nous permettent de saisir des données, ce qui nous donne la clé du contrôle. Les sorties nous fournissent un retour d'information, ce qui nous permet d'avoir un aperçu du fonctionnement de l'électronique. Bien sûr, le matériel seul ne suffit pas pour un fonctionnement correct. Le logiciel qui donne vie au système est essentiel. Ça va être très intéressant, alors commençons. Le chapitre 9 a été rédigé par David Kulsar et relu par Sapol Sadarix. L'un des interfaces d'entrée les plus couramment utilisées est le bouton poussoir, dont certains ont été placés sur notre breadboard. Nous utilisons 3 boutons poussoirs pour illustrer la gestion d'un système de menu. Je parlerai plus tard des fonctions actuellement associées au bouton poussoir. Les dispositifs d'entrée incluent également les interrupteurs bien connus, les joysticks et autres similaires. Ces périphériques vous ont soit déjà été présentés, soit seront abordés dans un chapitre ultérieur du programme, donc je ne veux pas les détailler ici. Si vous souhaitez approfondir les interrupteurs, tels que les boutons poussoirs, les interrupteurs à 2 positions, les commutateurs rotatifs, etc., je vous recommande de lire le 7e chapitre du programme Crystal Clear Electronics 1, intitulé Dispositifs de commutation, qui contient de nombreuses informations utiles sur le sujet. L'élément de sortie le plus basique pouvant être utilisé pour fournir des informations est la LED, qui signifie diode électroluminescente. Elle peut transmettre des informations différentes selon son utilisation. L'indication la plus simple peut être de savoir si elle est allumée. Par exemple, une LED sur la carte de développement nous indique si l'alimentation du microcontrôleur est disponible. Un retour d'information peut être donné en faisant clignoter la LED à différentes fréquences ou même en jouant sur la luminosité. Une autre solution populaire est une source lumineuse multicolore appelée LED RVB, ce qui signifie LED rouge-vert-bleu. Elle est excellente pour indiquer des états, par exemple, car les différents états peuvent être bien représentés par les différentes couleurs. Une LED RVB peut produire les couleurs rouge, vert, bleu, ainsi que d'autres combinaisons de couleurs qui peuvent être mélangées. Si vous souhaitez communiquer plus d'informations à l'utilisateur, vous pouvez utiliser plusieurs LED et attribuer clairement à chacune ce qu'elle indique. Pensez simplement à un routeur, combien de LED il possède, et chacune a une signification. Pour afficher les données plus complexes, nous pouvons disposer les LED selon une certaine structure sur une plaque d'essai afin d'obtenir un affichage plus visuel. Par exemple, nous pouvons imaginer des solutions où le pourcentage du facteur de remplissage PWM est visualisé par plusieurs LED disposées en ligne les unes à côté des autres.
vous avez déjà vu des exemples d'utilisation des LED. Pensez simplement au projet de bande lumineuse défilante ou au projet sur les boutons poussoirs et les LED. La quantité d'informations pouvant être transmises via des LED est assez limitée. Cette solution a-t-elle sa place dans une application moderne? Absolument. Il existe plusieurs situations où une simple information oui/non est nécessaire. Et lors du débogage, lorsque des dispositifs de sortie plus complexes ne fonctionnent pas, les LED peuvent toujours être utiles. Si nous poussons plus loin l'idée d'utiliser des LED structurés pour transmettre des informations plus complexes, nous arrivons rapidement dans le monde des afficheurs à LED. Ces dispositifs nous permettent désormais d'afficher des chiffres et des lettres. Avant d'entrer dans les détails des afficheurs à LED, examinons les types d'afficheurs les plus simples et la façon dont ils sont regroupés. Les afficheurs à LED comprennent les afficheurs à 7 segments, les afficheurs alphanumériques et les afficheurs à matrice de points. La catégorie majeure suivante est celle des afficheurs LCD, comprenant les afficheurs LCD à 7 segments, les afficheurs LCD alphanumériques et les afficheurs LCD graphiques. La dernière grande catégorie est celle des afficheurs OLED, qui inclut également des solutions alphanumériques et graphiques. Je suppose que chacun a son propre domaine d'application. Exactement. Par exemple, je pourrais mettre un afficheur LCD graphique haute résolution dans une montre à la place d'un afficheur à 7 segments, mais ce ne serait pas une solution adaptée à la tâche en termes de prix ou de consommation d'énergie. Voyons donc quoi choisir pour quelle tâche et pourquoi. L'afficheur à 7 segments montré sur l'image est un composant populaire en raison de sa simplicité. Cet afficheur a pour fonction d'afficher les chiffres arabes. Si vous regardez la structure, chaque segment possède une LED. La désignation des segments est constante dans le monde des afficheurs à 7 segments. Ce sont les suivantes, comme indiqué sur le schéma. En allumant et en éteignant les segments appropriés, nous pouvons afficher les chiffres arabes, dont le tableau récapitulatif est également présenté en détail dans le support écrit. La commutation des LED dans les segments varie selon le type, et il faut donc toujours vérifier la configuration dans laquelle elles sont connectées. Il existe des types d'afficheurs où les pattes d'anode sont communes, et d'autres où les pattes de cathode sont au même potentiel. Ceci est également important pour nous d'un point de vue logiciel, car les LED sont commandés en tenant compte de cela. Les LED peuvent être allumées une par une, comme d'habitude. L'inconvénient de cette solution est qu'il faut beaucoup de broches GPIO pour la faire fonctionner. Mais l'avantage est qu'aucun matériel supplémentaire n'est nécessaire. Vous avez probablement déjà entendu la blague selon laquelle le logiciel est gratuit, mais tout ne devrait pas être fait avec du logiciel. Par exemple, si vous n'avez pas assez de broches GPIO sur votre microcontrôleur, vous devez ajouter le circuit de commande ou le décodeur BCD vers afficheur 7 segments. Ce code binaire décimal génère des signaux à partir du format binaire codé décimal pour piloter l'afficheur à 7 segments. Pour produire un nombre en code binaire décimal, on utilise les valeurs locales du système décimal, où 4 bits sont attribués à chaque valeur locale puisque le plus grand chiffre du système décimal est 9, et donc 4 bits sont nécessaires. Nous l'utilisons parce qu'il est beaucoup plus rapide et bien plus efficace de convertir à partir du système à 10 chiffres que de faire la même chose en binaire. Par exemple, Dix9 sera représenté par 1001. La façon la plus simple d'expliquer cela est à travers un exemple, pour lequel j'ai choisi un circuit intégré à 7 segments appelé SN6014L2 Le tableau dans la fiche technique illustre son fonctionnement. La valeur décimale à afficher doit être écrite sous forme binaire, en 4 bits, et le niveau de tension correspondant à la valeur logique des bits doit être connecté aux entrées du circuit intégré. La sortie affichera alors les signaux de commande du dispositif d'affichage à 7 segments décodés. Par exemple, prenons le chiffre décimal 5, qui s'écrit en binaire 101. Cela signifie que l'entrée D du circuit de commande doit être réglée sur bas. C sur O, B sur bas et A sur O. Dans ce cas, les segments A, C, D, F et G seront allumés. Ce type d'affichage offre un large éventail d'options, disponibles dans toutes les couleurs et tailles, avec des empreintes variables, des LED aux caractéristiques variées, etc. Le type suivant est l'afficheur alphanumérique, qui est une version améliorée de l'afficheur à 7 segments. Comme vous pouvez le voir sur l'image, l'afficheur alphanumérique est basé sur un afficheur à 7 segments. La différence est que, généralement, les segments horizontaux ont été divisés en 2 parties et 3 segments supplémentaires ont été ajoutés en haut et en bas. Grâce à ces modifications et ajouts, nous sommes désormais capables d'afficher les lettres de l'alphabet anglais.
Son contrôle est fondamentalement similaire à celui présenté précédemment, donc nous n'entrerons pas dans les détails maintenant. La solution la plus complexe de cette famille est l'afficheur à matrice de points. Dans ce type d'afficheur, les LED sont disposés en une grille de points et connectés en colonne et en ligne. Leur contrôle peut donc être réalisé à l'aide d'une logique de sélection de colonnes et de lignes. Ici aussi, il existe une large gamme de modèles qui varient en taille, en nombre de LED et en densité de LED. L'avantage est que l'information à afficher n'est pas limitée au monde des chiffres et des lettres, mais peut être utilisée pour montrer des formes et des images plus complexes. L'un des principaux avantages de ce type d'afficheur est sa grande luminosité et sa robustesse. Vous pouvez voir de tels afficheurs sur divers thermomètres de rue ou sur des panneaux numériques affichant des informations sur les autoroutes. La prochaine grande famille d'afficheurs est le bien connu LCD, qui est l'abréviation de Liquid Crystal Display ou écran à cristaux liquides. Je voudrais expliquer leur construction et leur fonctionnement à l'aide de la figure suivante. Un pixel est composé d'un matériau à cristaux liquides pris en sandwich entre deux plaques transparentes, deux électrodes, une couche de polarisation avant et noire, ainsi qu'une source lumineuse. Pour illustrer brièvement et simplement le fonctionnement, dans le cas par défaut, lorsqu'aucune tension n'est appliquée aux électrodes, le cristal liquide adopte un état torsadé, ce qui permet à la lumière d'atteindre la partie visible du pixel. C'est le cas illustré dans la figure de gauche, comme on peut le voir. Le pixel apparaîtra alors comme lumineux. Dans le cas où une tension est appliquée aux électrodes, la structure du cristal liquide change, ce qui empêche la lumière d'atteindre la sortie. C'est le cas illustré dans la figure de droite. La signification des lettres dans la figure est la suivante. I représente l'image affichée, P les couches de polarisation, G les couches de verre et les électrodes, LC le cristal liquide, L la lumière, S l'interrupteur et V la source de tension. Le principe de fonctionnement ne sera pas expliqué en détail dans ce chapitre, car cela nécessiterait des connaissances supplémentaires, comme la façon dont la lumière se comporte en tant qu'onde ou, pour prendre un autre exemple, comment fonctionne la polarisation et quels sont ses effets. C'est un dispositif d'affichage largement utilisé, car il est peu coûteux, facile à produire et peut être utilisé en plein soleil, grâce au rétroéclairage. Il présente également l'inconvénient d'une reproduction des couleurs moins précise en raison du rétroéclairage. Le type le plus simple d'affichage LCD est le LCD à 7 segments. La seule chose à noter concernant ce type est que les caractères affichables sont les mêmes que sur un afficheur traditionnel à 7 segments. En plus des différences technologiques, les commandes ont également été modifiées, ce que j'expliquerai dans le prochain type d'affichage, l'écran LCD alphanumérique. C'est le type de LCD le plus populaire, car il permet d'obtenir des résultats rapides avec un faible investissement énergétique. Il est alphanumérique, donc vous ne pouvez afficher que des images de caractères fixes, mais il peut s'agir de lettres, de chiffres ou de signes de ponctuation. Cela le rend plus universel que le type à 7 segments, et dans la plupart des cas, cela suffit pour obtenir la fonctionnalité souhaitée. Ces modèles sont généralement équipés du contrôleur HD 44780 ou d'un contrôleur compatible, car le contrôleur LCD Hitachi HD 44780 est devenu au fil du temps une norme industrielle. Depuis l'établissement de cette norme, tous les fabricants ont recherché la compatibilité en termes d'empreinte, de taille et de jeu d'instructions des modules LCD. Cela a conduit à leur similarité, leur facilité d'utilisation et leur interchangeabilité. Vous pouvez toujours savoir comment contrôler l'afficheur en consultant la fiche technique. Heureusement, en raison de son utilisation répandue, il existe de nombreuses bibliothèques logicielles déjà écrites pour celui-ci, ce qui accélère le développement des projets. Les afficheurs LCD graphiques diffèrent des types précédents en ce que les pixels de l'afficheur peuvent être contrôlés librement, permettant même d'afficher des images. Cela signifie beaucoup plus de liberté pour l'utilisateur, mais il faut beaucoup plus de temps pour obtenir la fonction souhaitée. Le dernier grand groupe d'afficheurs est l'afficheur OLED. OLED est l'abréviation de diode électroluminescente organique. Ces trois mots résument succinctement le principe de cette technologie. Il existe des matériaux organiques qui émettent de la lumière lorsqu'ils sont alimentés, et c'est ce qui est utilisé dans les panneaux OLED. Beaucoup des avantages proviennent du fait qu'aucun rétroéclairage n'est nécessaire. La structure en couche, familière des afficheurs, est simplifiée, ce qui donne des écrans plus légers et plus fins. Ils sont également économes en énergie. Ils atteignent un noir parfait, ce qui permet d'obtenir un contraste de très grande qualité.
Ils offrent des couleurs précises et stables, sans distorsion, et bénéficient également d'un excellent angle de vision. Fait intéressant, le principe de fonctionnement des écrans OLED est directement inspiré des lucioles bioluminescentes. Il existe aussi une version alphanumérique des écrans OLED. Mais comme le principe de fonctionnement a déjà été abordé, il ne sera pas détaillé à nouveau ici. Bien, cela suffit pour l'histoire et les connaissances de base pour l'instant. À la place, découvrons les écrans graphiques et voyons comment ils fonctionnent en pratique. Tu as tout à fait raison, mais il te faut toutes ces informations pour aider le spectateur à se repérer parmi les nombreux types d'écrans disponibles sur le marché. Dans la suite, nous allons examiner l'utilisation pratique des écrans graphiques OLED à l'aide de notre carte de développement. Vous y trouverez un écran que nous avons choisi et que nous allons faire fonctionner. Commençons. Comment connecte-t-on le panneau à la carte de développement? Pour cet exercice, nous avons besoin de certaines informations issues de la fiche technique de l'écran concernant la numérotation, le nom et la fonction des broches. Cela montre que nous avons affaire à un périphérique avec une communication I-C capable de fonctionner à partir de 3,3 volts. La question suivante concerne la consommation électrique de l'appareil, c'est à dire si nous avons besoin d'une alimentation externe pour l'utiliser ou si l'entrée USB 5 volts suffit à alimenter le circuit en 3,3 volts. Cette information peut également être trouvée dans un autre tableau de la fiche technique. Comme la consommation de courant du périphérique est assez faible, même si la moitié des pixels sont allumés, elle n'est que de 22 mA, il n'est donc pas nécessaire d'utiliser une alimentation externe. C'est à dire que 3,3 volts pour le débogueur suffisent. L'écran est connecté selon le schéma électrique. Connectez la tension d'alimentation de 3 volts à la broche VCC et la masse commune AGND. Pour la communication, nous utiliserons le périphérique I2.2 du microcontrôleur. Nous connectons donc la broche SCL à la broche PFN du microcontrôleur et la broche SDA à la broche PFO du microcontrôleur. De plus, les lignes de données I2C sont reliées à la tension d'alimentation via une seule résistance de tirage, pull-up. Les boutons poussoirs et les LED sont connectés de la manière habituelle. C'est tout pour les tâches matérielles. Passons maintenant à la collecte des données dont nous avons besoin pour le développement logiciel. Puisqu'il s'agit d'un écran graphique, nous devons connaître sa taille, ce qui est précisé dès le début de la fiche technique. La ligne de résolution indique que nous pouvons travailler avec 128 x 64 pixels, qui doivent être disposés comme suit. Voici notre toile. On peut la peindre. Dans notre cas, il s'agit par défaut d'un fond noir sur lequel nous pouvons dessiner des points lumineux. Ici, les points lumineux sont bleus. Si nous peignons de manière suffisamment astucieuse, nous pouvons transformer les points en lettres, chiffres, formes et images. Bien sûr, il est possible d'inverser les couleurs lorsque l'on dessine en noir sur un fond clair. Et évidemment, nous verrons comment faire cela. Avant de mettre la fiche technique de côté, il y a une chose que nous devons déterminer. L'adresse sur le bus IR²C à laquelle l'afficheur attend les instructions. Cette information se trouve dans la section 815 MCU Interface IO²C du document PDF de la fiche technique de l'écran OLED fourni en complément du programme. L'adresse esclave est composée des bits 11110, ainsi que de la valeur de sa 0. Dans ce cas, il s'agira de 0, puisque cette patte du module est reliée à la masse avec une résistance de 0 ohm. L'adresse est donc en binaire 111100, ce qui correspond à 3C en hexadécimal. Cette adresse peut être trouvée dans l'un des fichiers sources. Je pense que nous avons assez d'informations pour le moment. Restez à l'écoute pour la prochaine vidéo, où nous explorerons l'utilisation logicielle de l'afficheur. D'ici là, au revoir. À bientôt.